Salut, c'est Doc Dandy, donc une petite vidéo en mode confinement, vous voyez, donc je suis bien occupé, ça va, tout va bien. Je commence à avoir la barbe qui pousse et tout ça, et bah, voilà, ça commence à être rude, il y a plus d'alcool, et bon, il reste du café, donc ça va. Mais bah, je pensais du coup à vous, mes petits rôlistes, et je pensais que vous pouviez avoir besoin bah, de jouer. Alors en ce moment il y a plein d'initiatives pour pouvoir faire du jeu en ligne. Une convention qui arrive là sur le premier week-end d'avril, donc ça c'est super, il y a plein de tutos qui sortent, plein de gens qui étaient réfractaires, les gens de Rollis TV par exemple, qui s'y mettent. Ça c'est super. Mais alors, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Moi je pensais du coup à autre chose, au JDR solo, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément. C'est quelque chose qui commence à monter, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport au JDR solo, et j'ai pensé que du coup c'était bien de vous faire alors une petite vidéo. Petite parce que pas tout simplement, il y a déjà des vidéos qui sont existantes qui montrent comment ça marche. J'ai déjà fait une vidéo qui était un peu longue, qui n'est pas forcément de bonne qualité, donc là j'essaie de refaire quelque chose d'un peu plus propre et sur un format plus court pour faire du quick and dirty, vraiment vous expliquer comment ça marche et après vous donner aussi accès à toutes les ressources qui peuvent exister pour pouvoir faire du JDR solo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le JDR solo? Donc le JDR solo, c'est tout simplement du jeu de rôle où on va être à la fois le joueur et à la fois le maître de jeu. Alors la plupart du temps, ça veut dire qu'on va se positionner en tant que joueur et qu'on va utiliser des outils pour gérer toute la partie maître de jeu. Euh, Sachant qu'il existe du coup aussi un autre mode où on est plutôt MJ et il y a également et on va simuler les joueurs. Donc ça c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus exotique, mais il faut comprendre que grosso modo, de ce que j'entends par le GDR solo, c'est essentiellement des jeux, des parties avec des jeux qui sont très classiques. Parce qu'il existe aussi du coup des JDR spécifiquement solo. Donc là du coup qui sont vraiment adaptés, parfaits pour ce genre de jeu. Je pense à Happy, je pense à des petites des choses comme Analyze par exemple qui s'est sorti en français. Il y a quand même assez peu de ressources, même si du coup en anglais il y en a quand même un paquet. Là on va parler du JDR solo, du JDR classique, mais qu'on va jouer tout seul. Donc comment ça... Déjà pourquoi? Comment... pourquoi y jouer? Bon là c'est un peu plus facile parce que bah du coup là en ce moment on est bloqué à la maison. Donc le mieux c'est de pouvoir du coup continuer à jouer sans évidemment le côté social puisqu'on est tout seul, mais toujours avec le plaisir de l'imaginaire, de créer quelque chose, de raconter une histoire. Euh, Moi ça fait quelques années que je m'y suis mis et c'est vrai que du coup moi j'y trouve vraiment mon compte pour la simple et bonne raison, bah, notamment ça me permet de tester des jeux euh, sur lesquels bah voilà j'aurais pas forcément l'occasion de faire des tests longs avec des joueurs par exemple. Euh, de voilà de tester justement aussi des choses un peu plus exotiques, un peu plus spécifiques ou sur lesquelles on va peut-être avoir du mal à trouver des joueurs. Ça c'est super intéressant de pouvoir du coup avoir bah, mettre le nez dedans pour voir déjà comment ça fonctionne et ainsi de suite. J'utilise aussi du coup pour playtester mes propres jeux parce que du coup ça me permet bah, du coup de pas avoir à réunir une table pour voir comment ça fonctionne. Je vois tout seul comment ça marche, quel genre d'histoire et comment ça génère de la tension dramatique, comment le système de jeu et grosso modo tout ce qui tourne autour, hein, que ce soit l'univers, le contexte, les personnages, ainsi de suite, vont me permettre du coup de créer des choses sympas, donc a priori de faire des bonnes parties après derrière. Euh, c'est bien aussi parce que du coup, la plupart du temps, moi je me mets dans une position de joueur, parce que je suis souvent MJ, je suis souvent en proposition de jeu, donc là du coup je suis vraiment du coup pleinement dans le côté jeu, où même si du coup je m'occupe aussi de la partie MJ, mais c'est vrai que je suis du coup pile poil, je vais avoir mon perso, je vais avoir mon petit plaisir de faire mon petit perso et de le faire évoluer dans un univers. Et ça, c'est aussi un petit plaisir, alors solitaire, mais un plaisir quand même. Alors, comment ça marche? Alors,
le mieux c'est de le montrer, mais bon déjà on va essayer de le conceptualiser. En fait, ce qui se passe, c'est que on va jouer de façon classique, en imaginant du coup une histoire, en interagissant avec le personnage, et du coup en simulant tout ce que le MJ lui va pouvoir nous répondre. Alors ça demande du coup en fait d'improviser tout le temps, puisque du coup l'intérêt du JDR solo, c'est pas de dérouler un scénario, c'est pas d'écrire un scénario comme fait ton MJ, puis après de t'opposer à cela. Ça peut marcher par exemple sur un donjon, tu as un donjon qui est déjà préétabli, et tu vas du coup balader ton perso et voir comment il va réussir à passer les épreuves les unes après les autres. Donc ça se fait plutôt pas mal, ça. Du coup le donjon solitaire, alors ça je l'ai appris il y a pas longtemps, en fait c'est super vieux, puisqu'il y a, je crois que c'est en 74-75 déjà, dans une revue, il y a quelqu'un qui proposait de faire du donjon et dragon en solo. Donc c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Il y a toujours eu cette envie du coup notamment des maîtres de jeu, se dire bah tiens, j'ai vraiment envie de jouer moi du coup dans mon coin, parce que j'ai personne. On voit que ça suffit aussi aujourd'hui, une tendance qu'on voit de plus en plus dans les jeux de société. Il y a de plus en plus de jeux de société qui développent des techniques de jeu solo. Donc ça c'est vraiment intéressant. En fait, grosso modo, pour expliquer comment ça fonctionne, le JDR solo, lui, il va se positionner sur une réponse. C'est-à-dire, on va se mettre du coup sur un mode asymétrique. Ce que j'appelle asymétrique, c'est quand du coup on n'a pas les mêmes règles entre le joueur et le maître de jeu. Donc là, le maître de jeu, il est virtuel. On reste du coup joueur, mais l'idée c'est qu'on va du coup réagir par rapport à des questions qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut notamment des questions, des tables ou des solutions de dés, de cartes, ce genre de choses qui vont permettre de dire oui, non. Donc simplement on va poser une question et on va voir comment le système réagit. Et à ce moment-là, on va pouvoir du coup improviser et du coup voir dérouler l'histoire. Donc ça s'appuie donc sur des outils qui vont à la fois donc répondre par oui ou par non, donner des idées avec soit des systèmes de cartes, des systèmes de story cube par exemple, pour donner une impulsion et des idées pour pouvoir arranger la scène, et du coup continuer à avancer. Donc là l'idée c'est qu'en gros on va cadrer une scène, on va jouer de façon normale, on va jouer son personnage, en interagissant par exemple avec des PNJ, et des fois il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas la réponse, et à ce moment là on va s'appuyer sur les outils du jeu solo qui vont apporter des réponses, et à ce moment là on improvise et on continue à jouer et ainsi de suite. Donc il y a toujours ce côté un peu exercice mental pour pouvoir avancer et continuer à jouer. C'est-à-dire qu'on est très en mode je joue mon personnage. On peut utiliser la première personne ou la troisième personne, hein, donc on verra tout à l'heure. J'ai fait un petit personnage pour un petit jeu sympa français qui s'appelle Giacomo, et donc Giacomo, donc moi je l'imagine en train d'avancer dans la rue, dit bonjour à cette sublime Rosita qui est une prostituée qu'il connaît bien dans les bas-fonds. Et donc moi j'imagine dans ma tête la scène comme on le fait de façon classique. C'est là où c'est moi qui fais les descriptions. Donc ça a en plus un avantage, c'est que du coup ça évite du coup une espèce de disruption entre ce que le maître de jeu dit et ce que nous on interprète dans notre tête. Là on fait les deux, donc ça va beaucoup plus simple. Par contre effectivement la problématique c'est qu'à un moment donné il faut qu'on arrive à se surprendre, si on s'ennuie quoi, sinon on se raconte une histoire dans notre tête et puis c'est tout. Donc là autant écrire un roman. C'est là où du coup où vraiment on a le gap, parce que les outils du JDR solo
vont permettre de faire bien plus que ce qu'on appelle un livre dont vous êtes le héros, qui est sympa aussi, mais qui est pareil, du coup, qui est juste de la lecture essentiellement. Là, on a un gros effort d'imagination, d'improvisation. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails après sur du coup les avantages, les inconvénients, les limites, avant de commencer du coup sur un court extrait pour le jeu. Et ben voilà. Bah voilà, l'avantage du jeu solo, c'est que bah, t'es tout seul, donc tu t'embêtes pas, tu peux te manger, boire, faire un petit peu comme tu veux, aller au rythme que tu veux. Ça fait partie des gros avantages. Euh, Petite confession, il m'est même arrivé de continuer des parties de Iron Sworn juste avec mon petit bouquin et, euh, et une appli sur mon téléphone là pour pouvoir jouer tranquillement. Donc c'est vrai que du coup ça c'est un gros avantage, c'est le côté vraiment souple du jeu solo, c'est qu'on peut jouer un quart d'heure, on peut jouer 3 heures, 4 heures, mais c'est vrai que globalement pour une bonne mise en ambiance, c'est bien de se mettre dans des conditions qui soient propices. Donc de quoi on a besoin exactement? On a besoin du jeu, des outils qui vont avec, donc ça peut être ce que j'ai expliqué, des jeux de cartes, des story cubes, des tables aléatoires à disposition. On verra, hein, je vous parlerai un petit peu des outils que j'utilise, mais moi j'utilise beaucoup les tables aléatoires. On peut utiliser des tables type ce qu'on peut retrouver chez Imagia, chez les 12 singes, qui est une série de cartes illustrées par le Grumpf, qui est assez intéressante parce qu'elles sont très polyvalentes. Le problème c'est que c'est quand même des fois pas très évident parce que c'est très imagé, très symbolique, et du coup des fois c'est un peu compliqué de partir sur quelque chose, sur une improvisation, par exemple à partir d'une illustration d'une clé par exemple. Donc ça peut évoquer beaucoup de choses, mais des fois ça peut aussi bloquer, et donc c'est vrai que moi j'ai tendance à privilégier des outils beaucoup plus pragmatiques. Donc on se pose, on prend le bouquin, on prend les dés, tout ce qu'on peut avoir besoin pour pouvoir jouer, sa fiche de personnage évidemment, puisqu'on est joueur. Moi, ce que j'utilise après, c'est typiquement ce genre de petit carnet pour suivre un journal, parce que ça, c'est un des intérêts pour moi du JDR solo, c'est qu'on n'est pas forcément dans du JR classique, parce qu'il n'y a pas l'interaction avec avec les autres joueurs. Par contre, on peut du coup prendre son temps pour créer des scènes, mettre en place des situations, faire du roleplay. Rappelez-vous, c'est tous ces moments de frustration, vous vouliez faire des discussions, des échanges, poser peut-être un peu l'ambiance esthétique de votre scène, et puis en fait, bah non, vos joueurs, ils veulent avancer, ils veulent résoudre le scénar, ça n'avance pas. Ça, c'est un des gros avantages du jeu, c'est que du coup, tu peux te poser. Et moi, des fois, je peux passer des heures entières, enfin, j'écris beaucoup de lignes entières, juste en écrivant des scènes d'ambiance, notamment pour Café Solo, puisque du coup, on a des ambiances de café noir, et ça s'y prête totalement, du coup, voilà, d'infuser toute cette ambiance sombre, des descriptions clair-obscur, des dialogues au couteau, ou par exemple dans d'autres types de jeux, de raconter des scènes d'action vraiment épiques. Je pense par exemple à mes parties d'Iron Sworn où j'ai clairement un perso qui est un gros bourrin, et du coup ça donne des scènes d'action, de combat à la hache, au couteau, qui sont sanglantes et dignes des plus grandes séries type Viking ou Game of Thrones. Voilà, donc ça fait partie des choses. Donc moi ce que je fais souvent c'est du coup c'est une mise en place. Alors moi j'utilise le carnet parce que j'aime bien écrire. Ça donne un côté un peu littéraire à l'exercice. On peut aussi par exemple du coup simplement s'enregistrer, donc soit en vidéo comme je le fais là maintenant, ou avec un dictaphone,
pour donner une ambiance plus narrative, façon art du conteur. Ça peut le faire aussi. Alors on peut aussi du coup, il y en a qui le font, jouer de façon simple sans faire de compte rendu spécifique, du coup sans se poser pour raconter et jouer. Ça a un intérêt notamment parce que quand tu fais du donjon ou quand tu fais des choses qui sont assez orientées action, ou très vite tu vas juste te, te reposer sur le système, notamment sur le système de combat, sur des systèmes de gestion, des choses comme ça. Et donc du coup sur des aspects plus mécaniques. Alors j'avoue que ça me plaît moins, tout simplement parce que si je veux le faire, je vais plutôt aller vers des jeux de plateau solo, ou des jeux vraiment intermédiaires comme Rangers in the Shadow Deep, qui est un jeu d'escarmouche qui est très rôle compatible, puisqu'en gros en fait on joue, c'est comme si on était en jeu de rôle avec ses figurines, ses caracs, son personnage. Mais du coup je m'appuie que sur le côté purement mécanique du jeu. Donc là du coup ça permet surtout euh, d'aller beaucoup plus vite. Mais ce que j'aime bien moi du coup dans le JDR solo, c'est le contraire justement. Alors je suis quelqu'un qui est plutôt ludiste dans la façon de jouer. Mais du coup quand je fais du solo, j'ai plutôt tendance à jouer en performance, aller chercher un peu plus loin le jeu, le RP, la bonne phrase, la mise en ambiance. Je me rends compte que quand je suis seul, je suis plus immersionniste que ce que je peux faire en vrai, où j'ai tendance plutôt à être plus efficace dans mon interaction et pour pas perdre les joueurs dans des descriptions qui sont trop longues, dans des monologues, ce genre de choses. Donc je suis plus dans le côté interaction, on joue vite. Alors que dans le solo, bah, j'ai plutôt tendance à me poser, puis à en profiter pour vraiment explorer des esthétiques, des ambiances, des dialogues, des intrigues, ce genre de choses. Alors, il faut bien voir que du coup, il y a plusieurs failles et problèmes qui vont se poser. Bon, déjà, il y a un petit peu le côté schizophrène, puisqu'on se parle, on se raconte une histoire à nous-mêmes. Euh, c'est pour ça que du coup, je m'appuie pas mal sur le texte, parce que du coup j'ai quand même une petite dimension littéraire qui apparaît. Surtout qu'après derrière je vais faire des comptes rendus de partie en reprenant mes notes. Et ça permet du coup de partager, et ça donne un côté un plus à mes parties solo. C'est du coup de créer quelque chose et après de le diffuser ailleurs. Mais je fais pas forcément, hein. Il y a des parties solo que j'ai pas diffusées, je juste gardé les notes, et puis j'étais assez content de mon histoire, mais je suis pas allé plus loin. Mais c'est vrai que du coup il y a le côté on se raconte une histoire. Alors les dialogues je vous raconte pas avec des PNJ, c'est assez spécial puisque du coup on joue les PNJ et nos persos. Alors pour éviter justement des dialogues qui sont trop facilement déroulés, parce que bah, du coup c'est uniquement issu de notre propre imagination. Moi j'utilise pas mal de générateurs pour évaluer l'humeur ou la motivation du PNJ en face. Donc ça permet notamment d'avoir des effets où du coup des fois le personnage arrive, il discute, et puis très vite il va être confronté à quelqu'un qui va être dur, ou qui va être plutôt naïf, ou carrément malveillant par rapport au personnage. Et donc ça permet du coup d'avoir des choses un peu plus surprenantes. Puis c'est surtout l'intérêt pour moi des outils sur lesquels on s'appuie, sinon on fait du freestyle et puis on se raconte une histoire au fur et à mesure sans trop réfléchir. Les outils sont vraiment importants pour se surprendre. Et ça permet du coup de se challenger soi-même pour créer une histoire qui va suivre par rapport à ce que propose tout ça. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup ça permet d'éviter d'être vraiment d'avoir une histoire qui se déroule et on a déjà vu le début et la fin dans sa tête. Et ça permet aussi notamment de s'exercer sur le côté improvisation en tant qu'MJ ou en tant que joueur, pour pouvoir faire face à des choses sur lesquelles qu'on n'a absolument pas prévu. Donc ça c'est super intéressant à ce niveau-là. Et puis voilà, donc du coup après c'est surtout
qu'est-ce qu'on, comment on va organiser tout ça, quels outils on va utiliser. Donc là, il faut voir que, par exemple, alors je vais citer quelques jeux, quelques outils qu'on a à disposition. J'ai parlé d'Imagia tout à l'heure. Moi, ce que je peux recommander, alors j'ai pris que des références VF parce que malheureusement, il y en a assez peu. Et alors qu'en VO, enfin en anglais, il y a pas mal de références, de supports, il y a des choses super intéressantes en termes de matériel disponible, mais malheureusement, voilà, on parle pas tous anglais, on n'est pas tous vraiment habitués à l'anglais, donc c'est vrai que du coup, s'appuyer sur les références VF, c'est pas plus mal. Donc en français, on a donc déjà, par exemple, je vous mettrai en lien, vous avez le blog de Héros Solitaire de Berserker, qui est très bien fait, et qui permet justement de récupérer tout ce qui peut être ressources. On va pouvoir retrouver tous les jeux, les ressources, des jeux qui sont très compatibles avec le GDR solo, même s'ils ne sont pas initialement prévus pour ça. Tout un tas de choses, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc là vous retrouverez toutes ces ressources sur ce blog. On va retrouver ensuite du coup dans les jeux qui sont intéressantes, un des pionniers qui est les Catacombes de la Ville Morte par Kabuki Kaiser, sorti chez aux 12 singes, et en fait qui est une espèce de méga donjon qu'on peut jouer en solo. Donc là c'est génial parce que du coup c'est un immense bouquin, un gros bouquin avec plein de tables, plein de descriptions de salles et ainsi de suite, et du coup on peut avoir un ou plusieurs personnages joueurs qu'on va envoyer explorer ces catacombes au fur et à mesure. Donc ça reste du donjon à la papa, avec un campement d'aventuriers à la surface, et des groupes d'aventuriers qui vont ensemble dans des catacombes où ils vont se trouver des trésors, affronter des monstres, ce genre de choses. Donc on est sur du JDR assez basique, mais ce qui est assez efficace. Moi mon chouchou qui m'a vraiment convaincu pour le JDR solo, c'est Iron Sword. Surtout maintenant que du coup on a une VF avec tous les outils à disposition gratuitement sur le site. Donc qui est mis en place par 500 nuances de Geek qui a traduit ça via la Caravelle. Et donc on va avoir tous les outils et les fiches de perso, les cartes, tout ça, c'est vraiment très sympa. Euh, Si vous voulez en savoir plus sur Iron Sword, moi je vous renvoie sur mes comptes rendus de partie avec mon personnage de Gante le Rouge, mon perso de ex-mercenaire bourrin devenu prêtre de la justice qui lutte dans une ambiance très fin du monde vikingisante contre une peste noire. C'est d'actualité en plus. Euh, Ça c'est vraiment très sympa. Alors le défaut que je reprocherais à Ransworn, c'est qu'en fait, comme beaucoup de jeux PBTA, mais en plus toutes les ressources qu'il propose à côté, vont générer énormément de matériel supplémentaire, d'idées, de rebondissements, et ainsi de suite. Et au final, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il se passe tellement de choses et que j'en suis arrivé au stade où je me dis, mais en fait, mon perso, il va jamais arriver au bout de sa quête parce qu'il y a plein de sous-quêtes, d'obstacles qui se rajoutent au jour le jour et ça devient quasi mission impossible. Mais du coup, ça rend vraiment le côté vivant et à chaque jet de dés, je sais pas du tout où je vais et ça m'oblige du coup à me remettre en question, à revoir où est-ce que je vais amener l'histoire pour pouvoir gérer tout ça. Alors, on va s'arrêter là et puis on va du coup passer sur des travaux pratiques et vous montrer exactement comment on joue à un JDR solo. La suite maintenant. Fortuna d'un gran tempo misse stampa di quella bassa crocca. Dammi non dammi di quella bassa dammi non
Alors, cette fois-ci on joue, cette fois-ci on s'y met, on va jouer. Je voulais du coup faire jouer une ou deux scènes assez courtes pour voir concrètement comment ça se passe, comment on joue, qu'est-ce que je fais exactement. Alors pour le jeu, je suis parti sur un jeu connu, un jeu que vous pourrez utiliser éventuellement, surtout après avec les ressources que je vais mettre à disposition. Le jeu c'est Stritia, hop, voilà, de Kobayashi. Donc c'est un jeu, on va dire, alors je dirais pas de KPDP puisque c'est vraiment plus réaliste, on va dire, que du Trois Mousquetaires. Moi, chaque fois, je pense à la référence pour moi, c'est le Capitaine à la Tristesse, donc la saga de livres espagnols et le film avec Viggo Mortensen. On peut penser du coup aussi à la Reine Margot également, du coup, en termes de film. Donc du, du 16e siècle, mais assez costaud, assez rude, où on joue des spadassins dans une espèce d'Italie fantasmée, euh, dans une ville-État, hein, donc assez classique, avec du coup des aventures assez picaresques, des soirées dans des tavernes et des duels du coup contre des malandrins qui finissent invariablement par la mort et des blessures profondes. Donc c'est pas voilà, c'est pas les trois mousquetaires façon on va faire des pirouettes et puis et avoir plein de rebondissements un peu ridicules. Ah, c'est pas du tout le cas, hein. Là on est un peu plus dans le run avec des personnages qui sont vraiment, on va dire, en nuance de gris. Euh, donc là, en l'occurrence, j'ai pris ce jeu parce que l'avantage c'est que c'est un système qui est simple. Le système est basé sur 2d6 plus des bonus, donc soit une caractéristique, soit un score d'attaque ou de défense pour les combats, ce qui fait au total 6 caractéristiques, 4 attributs, 2 pour les combats, plus un score de points de vie, donc qui va assez vite. Et un système vraiment basique qui va à l'essentiel. Donc là pour ça du coup ça m'a permis de travailler du coup sur des outils pour jouer en solo parce que c'est un jeu qui n'est pas prévu pour. Et donc je me suis appuyé sur voilà mon expérience et sur quelques outils que j'ai déjà eu dans d'autres jeux solo. Donc le premier outil c'est tout simplement un outil de gestion pour répondre par oui ou par non à une question. Donc c'est juste un jet de chance pour savoir est-ce qu'il se passe ça, est-ce que la porte est ouverte, est-ce que il y a un garde devant l'entrée, oui, non, peut-être. Ça permet d'aller plus vite. Donc là-dessus, je me suis basé sur la résolution du système de base, c'est-à-dire 2d6 plus quelque chose, ou moins quelque chose, et il faut faire 8. Donc là, j'ai pris l'optique de partir sur la chance pure. Et donc de juste de m'assurer d'avoir 2d6 et de faire 8. Et si on fait 8 ou plus, euh, la réponse sera en faveur du personnage, et si c'est pas le cas, sera en défaveur. Il y a un système de bonus-malus qui existe en fonction des circonstances. Donc là après, ça c'est un des aspects particuliers du jeu de rôle solo, c'est qu'à un moment donné, il faut être un peu honnête par rapport aux chances réelles que peut avoir le personnage. Et donc, en fonction de la situation, on va pouvoir donner soit un plus 2, soit un moins 2 aux circonstances. Donc ça, c'est pour juste avoir une réponse de base. Un autre aspect du coup qui est important dans le jeu solo, c'est du coup voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme idée, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine scène, ainsi de suite. Et ça, du coup, Iron Sworn je l'utilise pour Café Solo, et ça vient d'un vieil outil qui date de 2013 qui s'appelle Mythic Game Master Emulator, qui avait justement ce système de questions oui-non, mais qui avait aussi du coup des tables pour générer des idées, et en utilisant du coup tout simplement une table avec une série d'actions
qui sont exprimés par des verbes, et une série de sujets qui permet du coup voilà, d'imaginer quelque chose. Donc ça permet du coup d'avoir des choses assez concrètes. Des fois c'est pas évident, là c'est clairement le souci du solo, c'est que des fois la table elle vous inspire pas, et du coup soit on tord le truc vers quelque chose qui nous arrange, soit on relance par exemple. Une autre idée qui peut être intéressante, c'est tout simplement de prendre le mot qui est juste à côté du mot qu'on a tiré, pour voir du coup s'il nous aspire pas un peu plus. Ça c'est des petites astuces pour voir un peu comment ça marche. Et ça, grosso modo, ça permet de faire 90% des cas dans du GDRSO. On a donc du coup la réponse à des questions. On peut s'appuyer sur le système de résolution de base. Et après, on a des choses qui permettent d'avancer sur quelles idées on peut avoir, ainsi de suite. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'appuie aussi beaucoup. Je m'appuie beaucoup, que ce soit pour du solo, mais aussi pour du jeu classique. C'est les PNJ. Des générateurs de noms, j'en ai tout le temps besoin parce que j'ai jamais d'idée. Donc j'ai préparé un générateur de noms, un générateur du coup de métier. Donc ça c'est facile parce que du coup StreetChat ne propose pas de tableau, par contre propose des listes. Donc là il m'a juste suffi de récupérer les listes, d'en faire des tables, et puis ça va assez vite. Ah oui, un petit point pour la table. Comme je ne pouvais pas utiliser le système 2D6, la somme de 2D6, parce que du coup ça fait hop, une gaussienne, et donc du coup avec des occurrences trop importantes sur certains points, je me suis dit je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, et en fait je suis parti sur 2D6, mais au lieu de prendre la somme, je prends les deux scores de chaque D6. Donc en gros, voilà, je prends mes dés là par exemple, hop, je tire les dés, hop, j'obtiens un 3 et un 4. Et donc j'ai fait un tableau où j'ai une colonne à 6 cases, donc 6 colonnes, 6 rangées, et ça me donne du coup 36 occurrences que je peux du coup interpréter en fonction du coup des résultats du dé. Donc ça permet du coup d'avoir quand même un choix assez large. J'ai rajouté aussi quelque chose que j'aime bien, dont on a parlé tout à l'heure, c'est les caractères et les motivations des PNJ. Ça permet tout de suite de les typer, et notamment pour du jeu que je veux un peu picaresque, ça permet de jouer du coup dans une ambiance un peu commedia dell'arte, avec des personnages très caricaturaux qui vont avoir des réactions et des attitudes très très spécifiques par rapport à leur trait de caractère. Donc là on va la jouer comme ça. Donc on va commencer à jouer. Simplement du coup je vais vous présenter le personnage. Donc le personnage s'appelle Giacomo Covano. Alors, Giacomo c'est un jeune homme un peu particulier parce que c'est un saltimbanque. C'est un comédien spécialiste dans le transformisme, et donc lui sa spécialité c'est de pouvoir interpréter, se mettre dans la peau d'un personnage et de l'interpréter vraiment de façon très différente et de se grimer. Donc en gros c'est vraiment un pro du déguisement, et notamment du coup pour le fun. J'en ai fait un personnage du coup qui aime bien se grimer aussi en homme et en femme. Donc on va dire qu'il est un peu gender fluide ce personnage là, donc ça reste un homme au naturel, mais il a ce côté très facile où il peut facilement passer du voilà de l'homme à la femme, parce s'il est jeune, il a un look assez androgyne, et ça permet du coup voilà d'avoir une espèce de petite touche de perso vraiment assez spéciale. En plus du coup dans ses particularités, dans son passé, c'est quelqu'un de sulfureux. Donc ça, on se reporte au livre de base de StreetChat. Et donc c'est quelqu'un qui navigue beaucoup dans les milieux des interlopes, qui est très ouvert au niveau des mœurs, et qui peut justement choquer, mais lui s'en fout, il s'affranchit complètement de tous les dogmes. Donc c'est voilà, on a clairement un personnage très désinvolte, qui du coup peut voilà, traiter
se moquer des convenances de la bonne société de son époque. Euh, donc un personnage quand même assez haut en couleur, et puis en plus, alors du coup, par rapport aux règles de base de Sricha, ça c'est important pour le jeu solo, j'ai toujours tendance à le booster un petit peu, donc à lui rajouter quelques points d'expérience ou un peu plus de carac. Donc là j'ai fait simple, j'ai simplement rajouté un petit peu un point d'attribut supplémentaire, un point de vue supplémentaire, ça mange pas de pain, surtout vu la létalité du système, et une petite conquête, et en l'occurrence c'est quelqu'un de très chanceux, donc à n'importe quel moment je peux rajouter un plus 2 à mon jet pour mon personnage, mais une seule fois par jour évidemment, mais ça permet du coup d'avoir un personnage du coup qui est à la fois très désinvolte, c'est un saltimbanque du coup qui a tendance à avoir un style très acrobatique et très voilà, plein de panache on va dire, donc ça permet de jouer un peu dans ce style là. Donc pour commencer la partie, je me suis dit je vais pas partir d'une scène d'introduction qui serait un peu longue ou sur lequel on introduit un peu l'histoire. Donc j'ai un peu joué avant de faire cette vidéo pour vous montrer un peu comment voilà qu'on puisse commencer une medias res et faire en sorte que du coup ça joue direct quoi. Comme ça permet de voir vraiment comment ça se passe. Donc l'histoire de Giacomo là dans cette aventure, Giacomo est devenu spadassin, il mène des missions quelconques en fonction des besoins, parce que du coup il a bien besoin de manger et du coup le métier d'acteur ne fonctionne pas toujours. Donc on est dans cette bonne vieille ville de Fichirezo qui est décrite dans le bouquin de base, donc vous imaginez vraiment la ville portuaire, très industrieuse, du XVIe siècle, avec ses petites rues, ses alcôves, les gens qui marchent dans la boue, et donc forcément tous les spadassins qui se méritent, qui dignes, ont des bonnes bottes à leurs pieds pour éviter d'attraper des maladies ou de se salir. Et donc on se retrouve dans cette ville où Giacomo a été engagé par un armurier qui travaille pour la famille Staffenheim. Donc c'est un armurier assez riche parce qu'il fabrique les meilleures lames de tout le pays. Donc c'est un armurier qui s'appelle Lorenzo Guerra, et il a engagé notre bon ami Giacomo. Pourquoi? Eh bien à cause de sa fille Vittoria la belle, Vittoria la douce et innocente Vittoria. Elle a été abusée par un faquin qui lui a promis le mariage, qui lui a fait 1000 promesses, et qui, après l'avoir défloré, s'est enfui et a disparu. Donc ça c'est évidemment inconcevable pour un artisan bourgeois comme le Lorenzo, et donc il a engagé Giacomo pour retrouver ce faquin qui s'appelle Donino Venerini, et qui est un garde du corps qui travaille pour une des grandes familles de Vicerezo, et qui semble-t-il a disparu, a complètement disparu, laissant la pauvre Vittoria en larmes, le cœur brisé. Évidemment, Giacomo se moque de tout ça et se dit qu'il aurait très bien pu être ce Donino, mais il répond à l'appel de l'argent, et donc il part en quête. Après du coup avoir, je dirais, fouillé dans les milieux interlopes et avoir interrogé la douce Savina, une prostituée qu'il connaît bien, et qui connaît bien un peu tous les malandrins du pays, elle donc elle lui a expliqué qu'en fait l'homme s'était engagé, puisque actuellement il y a une guerre contre les peuples du Nord, et du coup voilà, sans crier gare, le bon garde du corps se serait engagé. Et donc on commence avec Giacomo qui apprend que le dit Donino a ses quartiers dans l'arsenal principal au port de Vicerenzo, et
il va se déguiser pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'arsenal. Donc faut imaginer la scène dans une petite chambre près des bas quartiers, un immense miroir avec plein d'accessoires et un homme dans une tenue assez simple va se grimer. Et en l'occurrence le jeune et beau Giacomo lui va se grimer au fur et à mesure, se rajouter des fausses cicatrices, un maquillage qui va lui le vieillir un peu, une espèce de perruque pour qu'il ait des longs cheveux, des longs cheveux filasses, et il va donc enfiler une espèce de vieille tunique avec une épée un peu limite à la garde rouillée, pour jouer le vieux briscard, le vieux spadassin qui est prêt un vétéran de la guerre, qui est prêt à rejoindre le corps d'expédition. Et donc là on commence, on va faire une mise en scène. Donc là je ne prends pas note, d'habitude je l'écris tout ça, mais donc j'imagine une ruelle sur le port, un homme qui traîne un peu la patte, c'est notre ami Giacomo grimé en vétéran, prêt à s'engager, et se dirige du coup vers la garnison de l'arsenal pour essayer de pénétrer et de retrouver le dit Tonino. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bah là du coup je vais lui faire rencontrer un PNJ. Donc là je rentre dans les détails techniques, hein, désolé pour les immersionnistes. On fera peut-être une version off où on mettra que la fiction, on verra. Mais là, l'occurrence, l'idée c'est d'expliquer. Donc pour expliquer, j'ai fait un tirage et je tombe du coup sur un homme qui s'appelle Guido Vallombroso. Je tire les dés et j'apprends donc que c'est un sergent recruteur. Et donc le trait de caractère est dur. Donc notre ami Giacomo s'avance vers l'homme et il fait: oh là l'ami, comment vas-tu? L'homme, un type assez gros, grand, avec une longue barbe rousse, le regarde d'un air dur justement, et lui dit: que veux-tu l'ami? Tu veux t'engager? Tu m'as pas l'air bien frais. Acceptons que les hommes capables de se battre. Moi, tu dis ça? Moi, Eusebio Carolina? Moi qui ai vécu la campagne contre les cités du Nord, moi qui ai failli faire la jambe sur la bataille de Schistofal. Te moques-tu, Druk? Non, je viens remplir mon devoir. Je pensais en avoir terminé avec ces guerres, mais l'appel du sang est trop fort. L'appel de l'argent aussi, je n'ai plus d'argent. Mais peut-être pourras m'aider. Pourras-tu me faire pénétrer dans la garnison pour que nous en parlions? Ouais. Bien soit. Rentre par là et nous discuterons ensemble. Donc l'homme le rentre et s'engage une discussion entre Giacomo et Guido. Je ne vais pas jeter des dés pour savoir si le Giacomo arrive à convaincre de sa sincérité le personnage. Je vais juste voir du coup si ça se passe bien pour Giacomo, et de voir s'il arrive du coup à rentrer dans les bonnes faveurs de ce homme qui est assez dur. Donc je pense qu'il est quand même assez méfiant, assez pas forcément facile d'approche, mais les circonstances font que clairement Giacomo va essayer de le brosser dans le sens du poil. Donc on va dire qu'il il conserve ses chances. Donc je jette les dés, hop, voilà.
et j'obtiens un magnifique 7. Donc j'ai considéré que les conditions n'étaient pas favorables, et donc ce n'est pas favorable pour Giacomo. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? On peut considérer que du coup, bah, le personnage, donc soit je peux l'imaginer moi et trouver une situation automatique qui va provoquer, voilà, qui va gêner Giacomo. Donc ça, je peux l'imaginer. Ou je peux utiliser mon petit système pour trouver des idées. Là, je vais utiliser le système. Donc, je vais jeter les 2 fois les dés. Donc, je tiens, hop, 3 et 4 qui me disent 3 et 4 créer comme verbe A. Et comme sujet 1 et 3 qui me font dire créer la guerre. Ah, créer la guerre. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce qu'attend cet homme de, de Giacomo, enfin en tout cas du personnage d'Eusebio, du faux personnage, de la fausse identité d'Eusebio, pour être convaincu et pouvoir du coup faire en sorte qu'il soit bah, par exemple, créer la guerre, ça peut être du coup lui demander des idées au niveau au niveau des tactiques de, voilà, de tactiques de guerre. Peut-être que voilà, on va le faire en roleplay. Guido se tourne alors vers autour d'une table et une chope avant de le faire signer. Bah, toi qui es si expérimenté, peut-être peux-tu me faire partager des tactiques si, que vous avez pu utiliser, que tu as pu utiliser sur le front. Je suis toujours friand d'idées nouvelles pour mes nouvelles recrues et trouver des idées. Alors là, pouf, Giacomo n'avait pas pensé à ça. Giacomo est un professionnel des faux semblants, donc on va lui donner une chance, et là à ce moment-là, on va lui faire un jet d'astuce pour voir s'il est assez malin pour imaginer, trouver des comment dire, des idées qu'il va pouvoir soumettre à notre ami, à ce bon sergent recruteur qui est Guido. Alors on va tester. Giacomo a 2 en astuce, ça c'est bien. Par contre, vu les circonstances, on peut raisonnablement penser qu'il est en difficulté. C'est pas son domaine d'expertise. Il va avoir pas mal de difficultés. Donc le bonus de 2 apporté par l'astuce est contrecarré par le malus. Bon, ce serait dommage de pas continuer ainsi, donc du coup je vais activer ma chance insolente et voir du coup si voilà, Giacomo a peut-être un éclair de génie. On va voir, et c'est un magnifique 4 du coup avec un plus 2 qui donne un 6. Et Giacomo n'est absolument pas convaincant, il baragouine des choses. Oui, alors il y a cette fois où nous avions pris à revers les artilleurs de la de la famille Formenzini, et à ce moment-là, du coup, nous avions saboté leur stock de poudre en les noyant dans l'eau pour alors Guido dira bon, c'était durant quelle bataille et tout ça. C'était pendant la bataille de Wichtenheim, blablabla blablabla. Et là à ce moment là l'homme se tourne vers Giacomo, il dit que dis-tu là, c'est n'importe quoi. Cette famille n'a absolument pas d'artilleurs. D'ailleurs, il n'était pas même pas présent sur le champ de bataille ce soir-là. Qui es-tu donc? Et là, à ce moment-là, il commence à sortir non pas son épée, mais son gourdin, en se demandant mais
qui est ce type qui se prétend vétéran et qui baragouine un petit peu n'importe quoi. Donc c'est la catastrophe pour Giacomo. Et là, il va sans doute devoir du coup jouer soit de son charme, soit de ses armes pour voir du coup comment il va s'en sortir. Donc c'est sur une situation un petit peu tendue. Je pense que là du coup on était en soirée, ils sont un petit peu à part, peut-être dans une salle commune où il n'y a pas encore beaucoup de personnes. Donc on va dire que faute de témoins, Giacomo va peut-être essayer de se débarrasser de ce sergent compliqué en utilisant tout simplement son art du combat. Donc là, là on va retourner du coup sur des situations de combat classiques. Et on va regarder un peu ce qu'on peut avoir. Donc là on va dire que le sergent utilise un gourdin et il va avoir un score d'attaque et de défense de plus 2 et de 10. Donc ça veut dire que du coup il va falloir pour Giacomo dégainer son épée et arriver du coup à blesser ou en tout cas voilà neutraliser le sergent avant que celui-ci ne donne l'alerte. Donc là hop on va simplement hop, je reprends mes notes. Hop, j'ai oublié les règles d'initiative. Alors, les règles d'initiative, le système, c'est l'avantage du jeu, c'est que c'est vraiment très simple et très bien écrit. Et donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, chaque joueur jette un des 6 et le meilleur gagne. Donc, pour Giacomo, il obtient un 2. Pour le sergent, il obtient un 2. On va donner en faveur du joueur, donc moi, puisqu'il y a égalité. Donc à ce moment-là, du coup, Giacomo, il est très agressif, très aérien, très rentre dedans. Donc là, il va sortir sa lame et tenter de pourfendre le sergent en jouant une feinte pour pouvoir du coup passer la garde du sergent. Donc là on voit Giacomo qui sort son épée, défait sa cape, se montre beaucoup plus agile et rapide que ce que pouvait penser le sergent qui est surpris et donc du coup avoir très réactif et donc fait un magnifique 11 plus 3 14. Donc il passe la garde du sergent et lui occasionne un magnifique 9 de dégâts, ce qui du coup vraiment va blesser gravement le sergent qui encaisse assez durement, mais il est un peu plus costaud que ça, donc du coup il va pouvoir riposter et il va redonner au moment où Giacomo s'approche un grand coup d'épée. Donc là on tombe dans la résolution classique et à ce moment là on jette les dés et il fait un magnifique 6. Mais il a un plus 2, donc il fait 8, ce qui ne suffit pas à passer la défense de Giacomo. Giacomo du coup décide d'en finir et va passer l'estocade peut-être au final, on ne sait pas, au vu de la situation. Alors il faut savoir qu'après le système il est suffisamment lâche pour pouvoir du coup permettre des improvisations. Là par exemple on pourrait se dire tiens ce serait intéressant de voir s'il peut pas juste assommer le bonhomme plutôt que de devoir le tuer. Donc on va dire que Giacomo, après avoir évité le coup de gourdin en se baissant avec une grande vivacité, va s'emparer d'un tabouret et le jeter à la figure du personnage pour pouvoir l'assommer. Hop.
On teste les dés, donc il fait 8 plus 3, 11, ce qui passe la défense du personnage. Et à ce moment-là, du coup, c'est quand même un tabouret assez lourd. On va lui accorder 2d6, c'est juste pour le fun. Normalement les règles sont pas comme ça, mais c'est pas très grave. Ça permet juste de vous donner une idée. Et il fait un 9, donc du coup, pouf, il va donner un grand coup de... Un grand coup au sergent, il assomme. Hop, il n'y a pas le temps de donner l'alerte. Et à ce moment-là, on va voir Giacomo qui va traîner le bonhomme dans un coin après s'être assuré du coup qu'il a bien pris un bon coup sur la tête et qu'il est assommé, et va remettre son grimage pour pouvoir du coup rentrer dans la garnison et aller à la recherche de ce Donino qui aurait disparu. On sait très bien qu'il va le retrouver, ça c'est sûr. Comment, ça on ne le sait pas. Et surtout, peut-être, on va apprendre un peu plus sur les raisons du comportement de ce Donino. Peut-être était-il vraiment amoureux de la belle Vittoria, ou peut-être est-il simplement parti pour une autre raison que simplement fuir un mariage qui ne l'aurait pas arrangé. On ne sait pas, on verra, ça c'est la surprise et c'est la magie du GDR solo, c'est de pouvoir se surprendre systématiquement. Attendez, allez, je jette les dés juste pour peut-être savoir quelle va être la situation suivante. Et j'obtiens 2 et 5 exposés et 4 et 6 exposer l'autorité. Eh bien écoutez, je dis à vous quel peut être le secret de Donino, sachant que il expose l'autorité. Il expose l'autorité. Mais à quoi? Alors, on verra la suite en commentaire peut-être. Je vous laisse choisir ce qui va se passer derrière. Merci, à bientôt, et n'hésitez pas à suivre tous les commentaires sur la vidéo, et notamment du coup regarder tous les liens voilà, tous les liens qui sont listés en bas, pour que vous puissiez du coup découvrir ce merveilleux loisir qui est le JDR en solitaire.